Salut! On est dans le premier épisode de notre podcast Nous ne sommes pas seuls, qui va être des discussions entre la députée de Tachereau et du monde de Tachereau, ou des fois du monde de l'extérieur, surtout en culture, communication. Notre premier épisode, on a décidé de le faire, de le sortir aujourd'hui avec Étienne Grandmont, qui va nous parler du transport à Québec. OK, ça a l'air plate, dit de même, vite comme ça, mais en fait, tout le monde est en train de s'ostiner puis de parler de ça là, autour de nous à Québec. Le réseau de transport structurant, le troisième lien, le trafic, des radios privées, ça parle juste de ça. C'est quoi toute cette affaire-là? Pourquoi il ne faut pas de troisième lien? Pourquoi il faut absolument un réseau de transport structurant? Ça, c'est toutes des questions auxquelles Étienne Grandmont, qui est le directeur de Accès Transport Viable, répond. C'est le meilleur vulgarisateur du monde, pour de vrai. Je suis fascinée par ce gars-là. Meilleur vulgarisateur du monde en ce qui a trait au transport à Québec. Fait que... Après, t'écoutes ce podcast-là, puis après ça, t'es capable de convaincre ton beau-frère pro-troisième lien qui habite à Val-Bélair avec juste des arguments mesurés, calmes, puis t'arrives à le boucher sans même lever le ton. Fait que c'est quand même pas pire, hein? La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, prochain podcast, on les sort aux 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est avec Safia Nolin. On parle de se faire écœurer par les autres, on parle d'image de soi, puis on parle du moment dans ta vie où tu dis « fuck you », je fais ce que je veux, puis je m'assume de même à tous ceux qui t'écœurent. Fait que si vous voulez pas le manquer, abonnez-vous. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, compte Catherine Dorion. Tous les podcasts vont sortir là. Sinon, sur toutes vos applications de podcast sur votre téléphone, iTunes et compagnie, le podcast s'appelle « Nous ne sommes pas seuls ». Fait qu'abonnez-vous, vous allez avoir toutes les nouvelles. Puis... calez-vous dans votre fauteuil ou dans votre siège de char, puis écoutez la grande intelligence d'Étienne Grandmont sur le transport à Québec. Salut Étienne! Salut. On est aujourd'hui, on va jaser ensemble de transport viable. Tu es directeur général d'un organisme qui s'appelle Accès Transport Viable depuis 2012. C'est quoi que ça fait, cet organisme-là? C'est une organisation à but non lucratif qui a pour mission première de défendre les droits collectifs des utilisateurs et utilisatrices des transports collectifs et actifs dans la grande région de Québec, donc Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches. Puis on fait aussi beaucoup d'activités de promotion. Donc on sensibilise les gens, les décideurs avec des activités de sensibilisation, puis on défend leurs droits à travers des activités médiatiques, de la représentation, on participe aux consultations, on écrit des mémoires. Du gros travail de fond. C'est ça, exact. On a besoin de ça parce que je me disais hier, j'attendais l'autobus pour rentrer chez nous, puis c'était l'heure de pointe, là, puis je voyais, c'était un autobus en arrière de l'autre qui était tout plein, puis qui s'en allait, qui quittait le centre-ville. Je me disais, c'est drôle à quel point on parle du trafic, du problème du trafic, puis on voit tout le temps quelqu'un dans son auto qui peut pas avancer, puis qui est pogné dans une nuée d'automobiles, mais le trafic du transport en commun, les transports en commun sont jam-pack aussi, puis on a un problème de ça aussi. Oui. Pourquoi est-ce qu'on voit, d'après toi, est-ce qu'on voit juste ça à Québec? Pourquoi dans on parle souvent du... Bon, moi, je parle souvent du trou de Beigne puis du Beigne, là, le centre-ville de Québec, qui a une personnalité un peu différente des banlieues qui sont autour de la ville de Québec. Mais on a quand même l'impression que le discours dominant, il est pro-char, pro-auto, il faut plus qu'il y ait de trafic pour que les chars puissent aller mieux. Pourquoi tu penses que c'est le même? Il y a plein de choses dans ta question. Je réfléchis aux réponses, puis il y a plein d'affaires là-dedans. La première, c'est qu'effectivement, on est dans une ville nord-américaine où il y a une bonne majorité, là, 75% des déplacements qui sont effectués en automobile tous les jours, qu'on soit conducteur ou passager. Donc, c'est quand même beaucoup de monde qui se déplace en auto tous les jours. Puis ça, ça vient principalement du fait qu'on a designé nos réseaux routiers, nos réseaux autoroutiers, de manière à faciliter les déplacements automobiles. Ça date de 1968, le plan Vendry-Jobin. Donc, on avait un grand plan pour Québec. La vieille ville de Québec devait avoir 1 million d'habitants en l'an 2000. Shit! Et, donc, non, ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Mais toujours est-il qu'on avait beaucoup de projets d'autoroutes. D'ailleurs, il y a beaucoup de ces projets qui ont été réalisés à l'époque. C'est ça, il y en a d'autres qui ont été bloqués par l'action citoyenne. Il y a des comités citoyens qui sont nés de cette opposition-là au réseau autoroutier qu'on voulait développer. Mais il était supposé y avoir une autoroute le long de la falaise sur Arago, une autoroute de plus le long de la rivière Saint-Charles. Charest devait être enclavé, devait être entranché comme des carrés à Montréal. On avait vraiment des plans de grandeur. Puis il y avait aussi dans le projet, dans le plan Vendry-Jobin en 68, un troisième lien
à l'Est. Ah ouais! Donc, cette idée-là vient OK. de là, en fait. Donc, c'est ça. Donc, on a vraiment surdéveloppé notre réseau autoroutier. On est les champions au Canada en nombre de kilomètres par habitant. Ah, la Ville de Québec, ça? Oui, on est les numéros 1 au Canada au en Canada, nombre de kilomètres d'autoroute par exactement. habitant. Puis on est dans les champions aussi en Amérique du Nord, on est 2e ou 3e. Donc, on est vraiment déjà très, très bien pourvu. Champion ou être loser. Ben, rendu champion. là. Mais, tu sais, on a vraiment... on est très, très bien pourvu. Et évidemment, ce que ça crée, c'est qu'on avait un tout petit centre-ville qui est resté relativement petit. D'ailleurs, le centre-ville s'était développé à l'époque autour du tramway. Et à partir du moment où on a construit des autoroutes, bien, le reste de la ville s'est développé en étalement urbain avec des milieux de vie qui sont très, très denses. Donc ça, c'est la première raison qui fait qu'on a aujourd'hui autant d'automobiles et que ça occupe autant d'espace que ça dans nos vies. Après ça, bien, il y a toutes sortes de raisons qui font que aussi le transport automobile occupe beaucoup de place dans le médiatique. Évidemment, il y a des radios qui sont pro-transport par automobile. C'est une industrie qui génère énormément de revenus. Il y a beaucoup de publicité. Au Québec seulement, on parle d'environ, mes chiffres sont plus exacts, il faudrait que je revérifie, mais c'est autour de 400 millions de dollars par année en publicité juste au Québec. De vente d'automobiles? L'industrie automobile qui achète de la publicité dans les médias aujourd'hui, c'est à peu près là, de cet ordre-là. Okay. Je pourrais te renvoyer le chiffre le plus précisément, mais c'est autour de ça. Et donc, il y a un discours automobile qui est très fort. Malgré le fait que quand on se compare à d'autres villes, Québec est une ville quand même pas mal en termes de transport en commun, avec le nombre de personnes, 150 000 utilisateurs du transport en commun aujourd'hui, là, chaque jour. Tu sais, quand on se compare avec les autres villes de taille comparable, ben, on est quand même bon. En Amérique du Nord, En Amérique du Nord, ouais, exact. Okay. Donc, on est quand même pas si mal. Puis là, ben, comme tu le dis, aujourd'hui, il y a des gens qui sont intéressés à voir l'offre augmenter. De transport en commun. De transport en commun, évidemment. Et ben, faire percer le discours, c'est plus difficile parce qu'il y a une question de rapport de force médiatique, évidemment. Mais il reste quand même que pour toutes sortes de raisons, les gens sont moins intéressés à prendre l'automobile parce que le réseau est saturé, parce qu'ils ont des raisons budgétaires, il y a des raisons environnementales. Pour toutes sortes de raisons, les gens veulent prendre le transport en commun. Et puis, ben là, les autobus sont remplis quand ce n'est pas les autobus eux-mêmes qui créent de la congestion. Parce qu'on a à Québec 3 principaux pôles de destination. C'est-à-dire que les gens partent d'un peu partout, mais se rendent principalement à 3 endroits. Secteur de Sainte-Foy, l'Université Laval, Laurier, etc. Le secteur de la colline parlementaire, puis Saint-Roch, puis le Bourgneuf. Donc, les gens, ils se rendent à peu près tous aux mêmes 3 endroits à Québec. Et puis, il y a des gens qui arrivent de l'extérieur aussi, de Lévis, des gens qui arrivent de Portneuf, de plus haut dans le nord, de la côte de Beaupré, etc. Donc, toutes ces personnes-là ont à peu près tous les mêmes lieux de destination, peu importe leur mode de transport. Ce qui fait qu'on a une congestion de tous les modes de transport dans ces endroits-là. Donc, c'est un peu ça qui fait qu'aujourd'hui, là, c'est ça, on se retrouve avec une problématique de congestion, en fait, tout type de transport confondu, et qu'on doit passer à des solutions qui nous permettraient de faire passer plus de gens et non pas plus de véhicules vers ces mêmes lieux de destination-là. OK. Fait qu'explique-moi ce qui se passe si on... Par exemple, là, il y a du monde qui milite pour des élargissements d'autoroutes, Ouais. du monde des radios, des médias, des gens qui militent pour des élargissements d'autoroutes pour qu'il y ait un 3e lien qui se rende directement à Lévis, à l'est. Puis... explique-moi, qu'est-ce qui se passe avec la Ville de Québec si on va dans ce sens-là, puis qu'est-ce qui se passe avec la Ville de Québec si on va pas dans ce sens-là, puis qu'on investit ça dans le transport en commun, le transport actif? OK. D'abord, il faut savoir que le réseau municipal, il est déjà saturé. Ça, tout le monde s'entend pour le dire. Là, les rues locales qui appartiennent à la ville, là, le réseau est saturé. Vraiment, là, on ne peut plus vraiment rentrer de voiture. Puis ça, le MTQ le reconnaît lui-même. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des gens qui pensent qu'on devrait élargir des autoroutes. Bon, ça peut sembler contre-intuitif. Là, quand on a des difficultés à faire passer un fluide dans un tuyau, on se dit on va élargir le tuyau, puis il va en passer plus. Tu sais, si tu as un entonnoir, puis tu veux faire s'égoutter à travers l'entonnoir un liquide, si tu élargis le trou en dessous, ça va passer plus vite. Par contre, les automobilistes ou les humains, en fait, en général, les personnes, ça n'agit pas juste comme un fluide. C'est qu'il y a des lois économiques qui font qu'à partir du moment où un axe est soulagé dans sa circulation, que la circulation devient plus fluide, les gens font le calcul que plutôt que de passer par d'autres axes, ils vont utiliser le premier axe. Celui qui est élargi. Celui qui est élargi, ou sinon qu'ils vont aller s'installer plus en amont, parce que dorénavant, c'est plus facile de partir de, mettons, Sainte-Brigitte-de-Laval pour se rendre au centre-ville, parce qu'on a élargi l'autoroute Laurentienne. Ça fait un incitatif à habiter plus loin, puis à... Ce qu'on appelle la demande induite. Okay. Donc, on crée de la demande en augmentant l'offre sur un axe en particulier. Puis aussi, il y a la demande latente. La demande latente, elle, c'est les gens qui seraient prêts à utiliser le transport en commun. Ils sont sensibilisés. Il y a un axe de transport en commun qui passe à côté de chez eux. Pour différentes raisons, ils ne l'utilisent pas. Mais à partir du moment où on ouvre une nouvelle route, où on élargit un axe qui est congestionné,
ben là, ça leur fait prendre conscience que finalement, non, le transport en commun, pas tout de suite, je vais continuer à prendre ma voiture pour travailler, pour me déplacer sur cet axe-là. Donc, quand on travaille à créer des nouveaux axes ou à élargir des axes routiers ou autoroutiers, dans 5 à 10 ans après la construction de l'élargissement, on se retrouve avec les mêmes problèmes de congestion qu'on avait avant et on aura empiré le problème. Là, on a un passif très fort parce qu'on a encore plus de gens qui arrivent de plus en amont de l'axe. Puis remplissent le centre-ville encore plus. Puis qui s'en vont tout le temps vers les mêmes 3 lieux de destination de la ville de Québec. Donc, on n'a pas réglé notre problème, on l'a empiré. Puis après ça, bien, il y a plein de problèmes transitiques qui sont associés à ça. On émet plus de gaz à effet de serre. On a des gens qui sont de plus en plus sédentaires, qui passent de plus en plus de temps dans leur automobile. On est obligé de payer pour davantage d'infrastructures. Parce que quand on élargit Laurentienne, par exemple, bien, à un moment donné, il va falloir travailler sur les échangeurs au croisement de l'autoroute Félix-Leclerc. Parce qu'à un moment donné, s'il y a plus de voitures, refaire tout ça, ça coûte tout le temps plus cher. Donc, c'est un mauvais choix. À chaque fois qu'on fait un geste d'élargissement ou de création d'une nouvelle route, faut se dire que c'est un passif important qu'on se donne pour l'avenir. On va se retrouver avec des problèmes qu'on aura encore à régler plus tard. Puis ça coûte cher au Québec actuellement. Ça coûte vraiment très, 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 très cher. Dans les investissements en transport au Québec, actuellement, on consacre 70 de notre budget de transport pour le routier, pour l'automobile, puis 30 pour le transport en commun. Donc 70-30, c'est ça le ratio ici au Québec. En Ontario, c'est complètement l'inverse. C'est 75 pour le transport en commun, puis 25 pour le routier. On fait des choix juste différents. Puis l'Ontario est en train de devenir, probablement en termes de mobilité, un leader beaucoup plus intéressant que le Québec. Puis en plus, ils travaillent mieux aussi le développement de leur territoire, notamment la région de Toronto, qui est ceinturée par qui a la ceinture verte, en fait, qui l'empêche de se développer. On travaille sur refaire la ville sur elle-même. Puis bon, c'est une densification qui n'est pas celle espérée pour Québec, là. On parle d'une grande ville. Mais quand même, on travaille à densifier, puis à construire dans les dents creuses, puis à bien utiliser le territoire plutôt que de s'étendre, puis s'étendre, puis s'étendre. Puis, à l'inverse, si on dit, OK, on investit dans le transport en commun, on rend ça plus facile, plus fréquent, plus vite, puis aussi dans le transport actif, que ce soit plus agréable, c'est comment ça se développe? Oui. Bien, le meilleur plan de transport, c'est un plan d'urbanisme. Ça, c'est la première des choses. Savoir où tu vas bâtir tes commerces, tes lieux de destination, les lieux d'emploi, les écoles, puis tes lieux d'origine, là où les gens vont s'installer pour vivre. La meilleure façon de travailler sur le transport, là, c'est vraiment de créer la ville des courtes distances. Puis c'est de profiter, il y a un mécanisme qui fonctionne bien, c'est de profiter du transport collectif pour développer la ville. Actuellement, bien, par exemple, le réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec, c'est en bonne partie, en fait, ce qu'il y a derrière ce projet-là. Par exemple, il y a un circuit de trambus qui va desservir de Stimoville en passant par le centre-ville, puis après ça, Charest pour monter jusqu'à secteur Sainte-Foy, Laurier, Université. Bon, bien, tu sais, tout le long de Charest, il y a un potentiel incroyable à développer à cet endroit-là. Le trambus aussi va aller desservir le secteur d'Exposité. Bon, bien, si on travaille sur le secteur Exposité, puis le croisement de Laurentienne, puis Amel, donc tout le quartier Vanier qui jouxte Stadacona, puis dans le fond, le Vieux-Limoilou, ouais. Bien, on a un potentiel intéressant de pouvoir créer un nouveau quartier à cet endroit-là. Nous, on a fait faire... Bon, c'est pas nous qui l'avons fait faire, mais il y a des étudiants en design urbain qui ont imaginé... En architecture à l'Université Laval, qui ont imaginé à quoi pourrait ressembler un quartier créé sur la base de la transformation de l'autoroute Laurentienne en boulevard. Okay. Donc, dans sa partie sud, au sud de la rue Soumande, pour ceux qui connaissent. Et on a un potentiel d'environ 6 000 nouveaux habitants dans un quartier mixte, un quartier où finalement il va y avoir du commercial, du résidentiel, des parcs, des équipements publics, des bibliothèques, là, tu aurais plus une autoroute qui rentre entre Saint-Sauveur puis Limoilou puis qui coupe la ville. Puis... Et là, tu as une perméabilité pour les transports actifs, des gens qui partent de Limoilou qui peuvent se rendre facilement vers Vanier. Actuellement, on pourrait avoir un place Fleur de Lys qui est complètement réinventé avec une ouverture du Mail pour faire des rues commerciales à cet endroit-là. Tu sais, c'est vraiment permis de rêver. Là. Les étudiants se sont permis de rêver. Puis nous, on a utilisé, en partenariat avec eux, évidemment, on a utilisé leurs images pour montrer le potentiel de ce secteur-là. Puis c'est un projet qu'on avait depuis longtemps, mais quand ils sont arrivés avec leurs images, ça nous permet d'illustrer cette vision-là qu'on avait pour ce secteur-là. Puis aujourd'hui, bien, la Ville de Québec est en train de travailler à faire une consultation à venir dans les prochains jours, qui débute en fait dans les prochains jours, puis ça va s'étirer jusqu'à la fin de 2019, sur qu'est-ce qu'on fait avec ce secteur-là. Mais c'est sûr que... Il va se passer quelque chose. C'est sûr qu'il va se passer quelque chose, mais le meilleur de ce projet-là ne pourra sortir que si l'autoroute est convertie
en boulevard. OK. Autrement, essayer de créer un quartier autour d'une autoroute, Non, ça marche pas. tue la vie, là, les Exactement. autoroutes, c'est vraiment... C'est ça, effectivement, c'est une barrière qu'on s'est créée. Puis là, la ville rattrape l'autoroute qui était créée à une époque où la ville était beaucoup plus au sud. Donc, on a une opportunité là qui est vraiment super intéressante. Et donc, Puis comment le transport en commun s'intègre dans un projet comme ça? Là, pour l'instant, il est prévu que le trambus, donc une des composantes là, du réseau structurant de transport en commun, se rende jusqu'à Expo-Cité. De là, il y aura des infrastructures dédiées, donc des voies réservées uniquement au transport en commun, mais disons, dans les prochaines années, ça va être des bus réguliers qui vont circuler dessus. Mais il y a donc des infrastructures dédiées qui vont partir vers le nord-ouest, vers le nord-ouest de Québec, OK. le Bourgneuf, Neuchâtel, etc. Puis éventuellement, ce trambus-là pourra emprunter les voies réservées qu'on aura créées avec le temps. Donc, dans une deuxième phase du réseau structurant de transport en commun. Là. Puis tu me disais à un moment donné que, une autre discussion qu'on avait, qu'il y avait de toute façon passé par le transport en commun pour débloquer le trafic, parce que ça reste... D'autres, toi, tu penses à un plan d'urbanisme qui soit pour une meilleure ville, plus agréable, etc., mais beaucoup de monde pense juste à « je veux plus être dans le trafic ». Puis tu disais, c'est combien en transport en commun, on pouvait passer tant de personnes par heure, puis sur la même voie, combien d'autos par heure pouvaient passer? Tu avais une statistique là-dessus? Oui, c'est ça. Bien, d'abord, il faut revenir sur la méthode de calcul qu'utilisent beaucoup d'ingénieurs qui travaillent dans les systèmes routiers. Là. Puis ça, autant au niveau municipal qu'au niveau du gouvernement du Québec, au ministère des Transports, on calcule beaucoup la fluidité d'un axe en nombre de véhicules. Mais tu sais, c'est pas efficace parce que le nombre, on le sait, là, le nombre de personnes par véhicule est très bas. Il y a en moyenne 1,2 personnes par automobile. Donc, c'est pas optimal. En théorie, il y a 4 places dans une voiture au moins, donc on pourrait optimiser ça. Puis on le sait par ailleurs que les méthodes de covoiturage, c'est pas très efficace non plus. C'est une mesure qui fonctionne pas si bien que ça. Ça prend un pôle de personnes qui partent à peu près du même endroit puis qui se rendent au même générateur de déplacement. Donc, des gros employeurs comme le Mouvement des Jardins peuvent mettre en place des infrastructures ou des plateformes de covoiturage comme ça, puis ça va avoir un certain succès, mais tu sais, c'est pas la panacée. Tu peux pas étendre ça à toute la société. Là, non, exactement. Donc, pour être capable d'être plus efficace dans l'utilisation de nos infrastructures qu'on a aujourd'hui et qu'on doit entretenir par ailleurs, on veut pas qui nous coûte cher, puis on veut pas que des bouts de viaducs nous tombent sur la tête. Donc, c'est sûr qu'il faut continuer à investir sur le réseau pour qu'il soit sécuritaire. Mais pour mieux utiliser les infrastructures qu'on a actuellement, plutôt que d'en créer des nouvelles ou les élargir, bien, on utilise le transport en commun. Puis c'est là où finalement, tu voulais que j'aille, c'est... on sait qu'en automobile, on est capable de faire passer 2000 voitures à l'heure. Ça, c'est optimal. À 60 km/h, 2000 véhicules à l'heure sur une voie de circulation. Donc, à 1,2 personnes par véhicule, on est à 2400 personnes à l'heure qui circulent sur un axe routier à 60 km/h. Maintenant, si on prend ça en transport en commun, en autobus, on peut aller jusqu'à 9000 personnes à l'heure avec un bus à toutes les minutes. C'est plus que 3 fois plus. Puis en tramway, c'est 22 000. OK. Puis là, après ça, avec le métro, on passe encore une étape supérieure. Mais donc, quand on regarde ça, c'est vraiment, tu te dis, c'est clair, c'est la vision d'avenir. Si on veut pas être juste une ville qui est pleine d'autoroutes, puis plein de chars, puis que plus rien bouge, c'est un peu la seule solution, puis c'est une solution qui est extra efficace. Mais j'ai l'impression que le plus gros obstacle en ce moment, c'est comme si c'était la culture de l'auto, genre, c'est un obstacle culturel où c'est sûr que c'est bien nourri par des médias de droite, l'attachement à ton auto, puis on veut... Puis tu sais, il y a même une haine envers les cyclistes qui se développe, puis c'est très étrange, mais il y a comme une réaction de défense de la part de gens, je ne sais pas s'ils sont si nombreux que ça, là, mais qui sont attachés à leur automobile comme à quelque chose qui fait vraiment partie d'eux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça ou pour arriver à convaincre les gens qui disent « De toute façon, moi, ça me tente pas, ça va être plein, j'ai pas le goût de prendre l'autobus, il faut que je marche, ça passe pas tout le temps, tu sais, et autres... Mais il y aura toujours des automobiles qui vont circuler, on s'entend, ça c'est sûr. L'avenir va amener aussi toutes sortes de solutions, là, qu'on ne sait pas trop quand ça va être, mais par exemple les véhicules autonomes vont arriver un jour, puis est-ce que ça sera des véhicules personnels ou des véhicules plutôt type taxi mais automatisés? Bon, on ne sait pas trop quelle branche ça va suivre, mais il y aura différentes options. Mais à court terme, c'est sûr qu'on peut faire des choses aussi. D'abord, rebâtir la ville sur elle-même, profiter de projets comme... ce qui est proposé par les étudiants en architecture. Exactement, c'est ça. Ça, c'est des choses qu'il faut faire. Il faut faire les bons choix aussi maintenant. Je parlais de l'Ontario tantôt, mais une autre statistique est très intéressante. Pour les 10 prochaines années, l'Ontario va investir par habitant 5 600 quelques dollars pour le transport en commun. Au Québec, c'est 1100 par habitant. Donc, on a investi pour les 10 prochaines années, en tout cas, c'est ce qui est prévu, on a investi 10 fois moins dans le transport en commun au Québec qu'en Ontario.
Fait que tout ça contribue à faire que c'est plein, que c'est lent, que c'est ça. Donc, on n'est pas capable de faire plus qu'un projet à la fois au Québec ou un et demi, tu sais. C'est difficile de mettre en place des projets puis de les faire avancer parce que les réseaux sont saturés, on a besoin de quelque chose de mieux. Après ça, il faut, à court terme, resserrer le périmètre, là, arrêter de densifier partout, puis c'est de partir, puis ces barres open, on peut développer partout, très, très loin, dans des endroits qui ne sont pas desservis par le transport en commun, puis aller vers une densification qui peut être douce par ailleurs. Hein. C'est pas juste des tours de 65 étages qu'on peut faire à Québec. Là. Densification, c'est quelque chose qui se passe entre le bungalow puis le condo. Il y a des choses qui existent, des maisons de ville, il y a des petits des types d'habitations en fait qui ne sont pas beaucoup explorées encore au Québec qu'on pourrait faire. Maintenant, si on met ça en place, peut-être que ça va convaincre des gens que, OK, dorénavant, les choses se changent. Après ça, oui, il y a une question d'habitude. Nous, comme je l'ai dit tantôt, on mène plusieurs projets de sensibilisation, puis on veut que les gens essayent. Parce qu'il y a quand même déjà une offre aussi. Là. Il y a une offre de pistes cyclables, de réseaux cyclables qui s'améliore quand même pas mal à Québec. Les trottoirs, je veux dire, il y en a un peu partout, puis la ville veut augmenter le nombre de kilomètres réalisés à chaque année. Transport en commun, le RTC fait quand même une très, très belle job dans le contexte dans lequel il évolue. Puis le transport actuellement, même si on critique le fait que sur certains axes, à certaines heures, c'est très saturé, autant en bus qu'en nombre de passagers par autobus, il reste quand même que globalement, les services s'améliorent tout le temps puis optimisent beaucoup. Donc, on peut être critique, mais il y a des choses qui quand même se passent bien puis s'améliorent avec le temps. Donc, on essaie d'inciter les gens à l'essayer. Ça, c'est la première des choses. Essaye-le, tu sais, à côté de chez toi, il y a peut-être une piste cyclable, tu le sais même pas, ou tu le sais puis tu l'as pas essayé. Même chose pour un arrêt d'autobus à côté de chez toi. Il y a des options qui existent, puis c'est le genre de travail que nous, on fait comme organisation. On veut que les gens l'essayent. Tu sais, il y a un adage qui dit « l'essayer, c'est l'adopter ». Dans les projets qu'on mène auprès de différents types de clientèle, des aînés, population générale, des enfants, on l'a... excuse-moi, il y a une mouche. Une mouche de petite de plante. Mais on l'essaye, puis quand les gens essayent les transports collectifs et actifs, ils vont l'adopter quand même à un pourcentage assez élevé. Donc, ils vont l'essayer, ils vont l'intégrer dans leur routine. Puis des fois, ça va être pour une partie de leur déplacement. Ça peut être juste pour leur loisir, juste pour le travail, juste pour l'école, juste pour aller faire les courses, par exemple. Mais ils vont, tranquillement, pas vite, essayer ça. Puis aussi, les jeunes, c'est important de travailler avec les jeunes. Ce que les jeunes font entre 6 et 12 ans, donc au primaire, même si au secondaire, ils perdent la carte puis ils font complètement le contraire, mais redevenus adultes, ils vont reprendre ces habitudes-là aussi, souvent. Okay. Dans les théories de comportement, on voit que les jeunes ont tendance à reprendre des comportements qu'ils ont acquis quand ils avaient moins de 12 ans. Mais après ça, c'est sûr que c'est un changement de culture super important à opérer. Puis c'est partout pareil. Là. Des fois, on se compare à l'Europe. Il y a des reportages actuellement sur Radio-Canada, puis on parle beaucoup de Grenoble. Qui est une ville à peu près de la grosseur de Québec. Qui est une ville de densité, puis de la grosseur de Québec, l'étendue de Québec, puis il y a les mêmes hantises ou les mêmes craintes de la part des gens qui sont plus pro-automobiles. Il y a la même frustration, des commerces qui ont des craintes aussi par rapport au transport en commun, mais à partir du moment où le projet est mis en place, les gens sont généralement contents, puis soit s'y adaptent, soit l'adoptent. Mais t'es généralement toujours optimiste ou en tout cas quand je te parle t'es tout le temps comme c'est la bonne solution puis tu l'expliques super bien puis très rationnel puis mais je me demande des fois, moi en tout cas ça m'arrive, tu mets beaucoup d'énergie là-dedans, Accès Transport Viable et d'autres organismes à Québec mettent beaucoup d'énergie là-dedans. Y a-tu des moments où tu fais comme c'est trop dur de se battre contre une culture de l'automobile nord-américaine, as-tu l'impression que c'est sûr qu'on ne peut pas ne pas aller dans la bonne voie, ou bien des fois, tu as des moments de... J'espère juste que ça va... Mais tu sais, globalement, ça s'améliore. Hein. Tu parlais des cyclistes tantôt. Moi, je pense que la culture cycliste est en train de s'améliorer à Québec. Les campagnes anticyclistes, c'est peut-être justement en réaction au fait mais c'est plus que c'était aussi. Ah ouais? Ça a changé? Ça a changé. Puis, on parle du vélo d'hiver. Le vélo d'hiver est en train de se normaliser tranquillement, pas vite. Il n'y a pas longtemps, ça n'a juste pas de bon sens d'utiliser son vélo l'hiver. Puis là, c'est rendu, maintenant, le discours, ça n'a juste pas de bon sens d'utiliser son vélo pendant les tempêtes. Donc, tu sais, il y a quand même... J'ai vu une amélioration. Cool. Il y a des choses qui... Puis évidemment, c'est des changements qui se passent sur du très long terme. Donc, moi, le travail que je fais comme directeur de mon organisation, je ne verrai pas tous les résultats à la fin, mais j'y participe, puis on est d'autres, puis on se mobilise, on se coalise, on travaille en collaboration, on essaie d'apporter notre expertise.
Puis, il y a des changements, il y a des victoires qu'on peut obtenir, puis il y en a d'autres qu'on sait que ça va prendre plus de temps, puis il y a des fois des défaites. Mais je sais pas. Oui, je suis un optimiste, puis j'ai tendance à, des fois, quand il y a des coups, quand il y a des coups durs, en fait, si on tombe, ben, l'important, c'est de se relever, c'est de voir qu'est-ce qu'on a moins bien fait, puis après ça, de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre démarche. Parce que les choses avancent de toute façon. Les choses avancent, puis la société n'aura pas le choix d'aller vers ça de toute façon. On le sait, là, on a les changements climatiques qui nous pendent au bout du nez. Il y a c'est pas juste ça, la les santé enjeux, aussi, la santé, la pollution l'économie, c'est la même atmosphérique, chose. À Québec, c'est 65 qui vient des transports. Des transports, c'est ça. Puis il y a aussi le fait qu'on en parle beaucoup de la sédentarité, tu sais, moi, quand je m'entraîne, je suis en meilleure santé mentale, pas juste physique. La marche pour aller travailler, ça te met de bonne humeur, c'est une forme de méditation, tu sais, ça fait comme partie du cycle d'une journée des humains. Il faut que tu bouges, faut que tu... Puis c'est de reprendre contact avec ça. C'est sûr que c'est bon pour la santé, mais c'est comme si on est en train de devoir pousser pour ça face à une l'attitude qui est contre, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont avec ces idées-là puis qui vont dans le sens de ça, mais l'attitude, l'obstacle qu'on a, je trouve, c'est une attitude qui je reviens sur la culture, c'est comme si c'est mon libre choix, je veux avoir le droit d'être en mauvaise santé, de polluer, tu sais, puis c'est dit comme ça, je vais dans les radios privées là, à Québec, si je parle comme ça dans ces radios-là, c'est sûr que je suis une donneuse de leçons, j'ai juge. C'est comme des fois, je me dis, coudonc, vous avez donc bien une estime pas forte, tu sais, pour que je puisse pas dire ça sans que vous disiez, quoi, j'ai le droit! Tu sais, oui, t'as le droit. Je viens pas essayer de mettre une loi pour que tu puisses prendre ton auto. On est en train d'essayer de changer des mentalités, puis tu peux t'ouvrir à ça. Mais il y a comme... Il y a cette attitude-là qui peut-être aussi prend... J'ai peut-être aussi l'impression qu'elle existe justement parce que le monde change puis qu'ils sont en réaction, mais dans le fond, c'est un signe que les choses changent. Il y a certainement quelque chose là-dessus qui est important. Plus on approche d'un idéal ou plus on approche de la réalisation d'un projet qu'on sait qui sera bénéfique, mettons, pour la société en général, là, sur tous les aspects du développement durable, bien, plus les opposants se font vocaux, ça c'est sûr, parce que, je veux dire, ils essaient de ralentir un projet puis ils sentent que finalement ça va se faire. Donc, puis on fait la même chose. Si le projet de troisième lien devait avancer, éventuellement, bien, je veux dire, la contestation va être de plus en plus forte aussi. Oui. Puis c'est un peu... c'est ça. Puis l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que nous, on travaille aussi pour offrir du choix aux gens. Toi, tu le présentes sous l'angle plutôt de... Il y a le choix de il va avoir le droit d'être en mauvaise santé ou en tout cas, peu importe. Moi, je dis plutôt, on leur offre le choix d'avoir des opportunités. Parce que là, pour l'instant, ils se sont installés, peut-être par mes connaissances, peut-être parce qu'ils... peut-être par mes connaissances. Par exemple, ils se sont installés, il y a un des critères importants dans le choix d'habiter très loin. Souvent, c'est le prix du terrain puis de la maison. Mais ce que les gens sous-estiment, c'est le coût associé à leur transport. Puis transport, c'est vraiment l'automobile, puis ce que ça coûte par année. Puis ça coûte cher, on le sait. CA Québec l'a évalué. Ça coûte autour de 10-12 000 par année. D'habiter loin? En transport. Non, de posséder un véhicule. Posséder un véhicule, ça coûte très cher. Alors que d'habiter au centre-ville, ben, tu sauves cet argent-là, puis tu peux le mettre sur une maison. Puis quand tu habites plus au centre-ville, si tu as une voiture de moins, que tu en aies une ou que tu n'en aies pas, ben tu investis moins sur un bien qui perd la valeur tout de suite, alors que si tu investis sur une maison, normalement, la valeur de la maison a tendance à augmenter. Donc, c'est un choix plus rationnel. Mais c'est ça. Donc, les gens s'installent pareil loin parce que, il y a un attachement à la nature, puis ça, il y a toutes sortes de raisons, mais entre autres, l'aspect économique. Donc, il y a peut-être un peu de méconnaissance. Puis ils se retrouvent, malgré tout, à la fin, avec pas beaucoup de choix de transport, parce qu'ils se sont installés loin. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est du choix. Ben, tu sais, s'il y a un réseau cyclable qui se range que chez vous, si on développe un réseau de transport en commun avec une ligne d'autobus qui passe pas loin de chez vous puis qui te permet de te rabattre sur le futur tramway, bien, peut-être que tu es gagnant de l'envisager dorénavant. T'sais. Donc, moi, je travaille à te donner des opportunités du choix. Fait qu'on le présente souvent comme ça, puis je sais pas si ça porte plus ou si ça porte moins que la façon dont tu l'amènes, mais je pense que c'est plus fort. C'est plus positif. C'est plus fun, mais non, mais c'est vrai, parce que les gens se braquent. Si on veut pas qu'ils se braquent. Effectivement. Mais il y a ça. Puis aussi, je pense que les gens sont, de manière générale, ils cherchent des réponses. On l'a dit d'entrée de jeu, au début de l'entrevue, les gens sont pris dans le trafic, qu'ils soient dans le transport en commun, qu'ils soient même piétons, des fois, là, avec l'embourbement qu'il peut y avoir en nombre de véhicules sur les routes, puis c'est compliqué, ou encore dans leur automobile. Les gens sont pris dans le trafic, c'est compliqué de se déplacer, chose qui n'existait pas. Quand je suis revenu à Québec, au début des années 2000, le trafic, c'était quelque chose qui n'existait pas vraiment, tu sais. Puis là, ben, c'est une problématique qui est assez criante. Puis,
moi, je pense que les gens ont besoin de solutions. Puis quand on leur parle d'un troisième lien, ben, ils vont être à 75 dans un sondage à dire oui, on veut un troisième lien. Puis quand on leur parle d'un réseau structurant de transport en commun, ils vont être à 75 à dire oui, on veut un nouveau réseau de transport en commun structurant. Tu sais. Donc les gens veulent les solutions. Après ça, ben, c'est de savoir quelle est la solution la meilleure à long terme. Quelle est la solution la plus optimale pour l'environnement, pour la santé, pour l'économie de Québec et du Québec. C'est tout un travail d'éducation qu'il y a à faire, qui est important, puis de mobilisation, évidemment. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. C'est, par exemple, sur le troisième lien, bien, actuellement, on travaille à essayer de démontrer que c'est une solution inadéquate à un problème inexistant. Mais ça, c'est dur à comprendre. T'sais. Encore une fois, on revient à notre tuyau plus gros. S'il y a un nouveau tuyau qui passe dans ce secteur-là, bien, ça va être plus facile pour les gens de circuler. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs quand je veux en parler dans les radios, c'est toujours ça. C'est ça va désengorger ailleurs, tu sais. Oui, sauf qu'actuellement, il n'y a pas de demande pour du transport ou routier ou même transport en commun à la pointe de l'île. Il n'y a pas de demande. Il y a à peu près... S'il y avait un troisième lien demain matin qui était créé dans cet axe-là, à la pointe de l'île d'Orléans... Fait que là, on imagine un troisième lien qui est proche de où le traversier, qui s'en va vers... Ben, plus à l'est, en fait. Donc, il passerait par la pointe de l'île. Il partirait d'autour de là où est le du pont prolongement, mettons le pont de l'île d'Orléans, ou en tout cas la descente de l'autoroute Félix-Leclerc, puis qui sortirait de l'autre côté, ou un pont ou un tunnel, mais dans le coin de Beaumont. T'sais. Mais actuellement, dans cet axe-là, il y a à peu près 5 000, 7 000 personnes qui l'emprunteraient si on ouvrait demain matin un troisième lien à cet endroit-là. Donc, ça coûterait 4, 5, 6, 10, 15 milliards de dollars. On ne sait pas trop les coûts, là, mais ça coûterait beaucoup d'argent pour très peu de personnes. Donc, à qui ça profite? Jusqu'à ce que tout le monde s'achète une maison oui, proche éventuellement, de la sortie il serait utilisé. Là. Mais à court terme, ça ne servira à rien. Régulièrement, quand je vais parler dans les radios privées de Québec, au FM 93, à Choix, à l'Haute Énergie, à peu près toutes les fois, on parle du troisième lien. C'est comme si c'est devenu un enjeu vraiment central, divisif entre gauche-droite dans la ville de Québec. Puis la question qui revient tout le temps, c'est « Mais pourquoi tu veux pas? Qu'est-ce que ça change pour toi? Ça serait extraordinaire, ça désengorgerait, ça pourrait faire en sorte que moins de monde passerait sur le pont, du monde passerait plus là-bas. Ça serait juste, tu sais, pour eux, ils voient pas le désavantage. Fait que, mettons que ça se passe, là, comme tu viens de nous l'expliquer, là, ça passe un bout de parler d'Orléans, ça s'en va là. Au début, il y a, tu disais 4 000, combien d'autos? Environ entre 5 000. Selon les estimations qui ont été faites, là, entre 5 000 et 7 000 utilisateurs qui l'emprunteraient demain matin. Qui, demain matin, serait donc plus sur les ponts, c'est ça? Oui, exact. Okay. Ou qui serait plus du traversier, par ailleurs, aussi. OK, là. c'est vrai. Ouais, parce que... Ah oui, c'est vrai, il y en a pas mal. Fait que, imaginons... Fait qu'est-ce qui se passe dans les années qui suivent la construction d'un troisième lien? Puis que... Ben, ce qu'on peut suspecter, en fait, qui se passe, c'est que, tranquillement, pas vite, on va se retrouver avec du développement résidentiel, du développement commercial, à la tête des ponts, à la tête du pont ou du tunnel, mais à la tête de cette nouvelle infrastructure. Sur la rive sud, là. Sur la rive sud ou sur la rive nord aussi. Okay. Évidemment, on imagine qu'il y a plus de place du côté de la rive sud, du côté de Lévis puis de Beaumont. Et donc, on crée des conditions pour finalement gruger du terrain agricole qui est quand même assez de bonne qualité. C'est les basses terres du Saint-Laurent. Il y aurait une forte pression à dézoner. Il y aurait une forte pression, peu importe ce qu'on en dit. Là, peu importe s'il y a des gens qui disent que non, faites-vous-en pas, on va geler le territoire, puis on ne touchera pas à ça. Oui, ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Le territoire est supposé être gelé en ce moment, puis on construit là-dessus sur les terres agricoles partout au Québec. Donc, je ne peux pas croire qu'on serait plus efficace à cet endroit-là. Parce que pour vrai... cette infrastructure-là, on le sait que ça ne répondra pas aux besoins à court terme de beaucoup d'utilisateurs. T'sais, plusieurs milliards de dollars pour quelques milliers d'utilisateurs. Donc, c'est vraiment pas pour une raison de congestion qu'on travaille cet axe-là. C'est pas pour des raisons non plus donc environnementales, parce que ce qu'on dit, si ça déplace une certaine part de la circulation des ponts actuels vers un éventuel troisième lien, pour assurer la fluidité plus facile sur les ponts. Donc, c'est tellement peu, en fait, de véhicules que ça va pas fluidifier tant que ça, ce qui se passe sur les ponts. Donc, il y aura toujours de la congestion quand même à la tête des ponts actuels. Donc, le dernier argument et le seul argument que les pro-troisième lien peuvent avoir, puis qui se tient, entre guillemets, là, c'est le développement économique. C'est-à-dire que, oui, effectivement, ça va permettre de développer un territoire dans l'est de Lévis puis à Beaumont. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est un développement souhaitable? Est-ce que c'est pertinent de faire du développement à cet endroit-là? On l'a dit tantôt, ce qu'on veut créer, c'est une ville des courtes distances. Le moins il y aura de déplacements automobiles,
le mieux ça sera. Le meilleur déplacement auto, c'est le déplacement qui se fait pas. Si tu peux le faire en auto, si tu peux le faire à pied, si tu peux le faire en vélo, si tu peux le faire en transport en commun, bien, c'est mieux pour la société en général. Et donc, si on se met à créer du développement économique à cet endroit-là, bien, on se tire dans le pied, en fait, pour plusieurs années encore. Parce qu'on incite des gens à soit aller s'installer, loin, soit des puis à industries. venir en auto. Ou soit des industries aussi à s'installer là. Puis c'est pas vrai qu'on va faire du développement économique exemplaire à cet endroit-là. C'est un lieu qui va être uniquement accessible en automobile. Donc, on va avoir... on va augmenter le nombre de kilomètres parcourus. On va encore mettre des conditions pour faire en sorte que le parc automobile va augmenter. Tu sais, actuellement, on a un problème à Québec. Dans la capitale nationale, là, en 2006 puis 2011, le parc automobile a augmenté de 12 %. Le parc automobile, c'est le nombre C'est le d'automobiles nombre qu'il y a à Québec, de voitures qu'il y a dans la capitale nationale. OK. Ça a augmenté de 12 % en 2006 et 2011. Puis la population a augmenté de 6 % Les voitures se reproduisent 2 fois plus vite que les humains dans la capitale nationale. Donc, on a vraiment un problème. Il faut vraiment essayer de s'assurer que on ne met pas en place, encore une fois, des conditions pour qu'il y ait encore plus de déplacements en automobile. Nous, pourquoi on milite, c'est que le développement économique, commercial, résidentiel, même industriel, se fasse le long des axes de transport en commun, le long des axes où les gens pourront finalement se déplacer à pied, à vélo, en transport en commun pour se rendre à leur lieu d'études, à leur lieu de travail, à leur maison. Ça serait un choix optimal. Ça serait une bonne utilisation de nos ressources. Ça serait bon pour l'environnement. Ça serait bon pour la santé des gens. Troisième lien, non, pas pantoute. Puis je me fais aussi souvent dire à la radio, « Ouais, mais il y en aura une voie de transport en commun sur le troisième lien. » Et comme je le disais tantôt, il n'y a pas plus de demande actuellement pour du transport autoroutier que pour le transport en commun. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de destination. On n'a pas besoin. Il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de destination. On n'en a pas besoin dans cet axe-là. Qu'est-ce qui pousse alors... Sinon, on parle aussi des camions. Des camions qui auraient pu passer par le centre-ville. Bon, d'abord, il faut savoir que les camions de livraison, quand ils ont à circuler dans le trafic, généralement, ils choisissent leurs heures. Ça arrive qu'il y a des camions qui sont pris dans l'heure de pointe là, à Québec, là, ça arrive. Mais généralement, les bonnes compagnies, puis ceux pour qui c'est possible, ils choisissent de passer avant ou après l'heure de pointe pour justement avoir des déplacements qui sont plus courts. Mais par ailleurs, là, les camions ou les compagnies de transport à qui ça profiterait, là, donc c'est des gens qui partiraient de l'Est sur la Côte-Nord, puis qui auraient pour destination l'Est sur la Rive-Sud. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, des camions. On sait que par jour, il y a à peu près 200 camions qui arrivent de la rive nord, ouais, c'est ça, du nord sur la rive nord, du nord, ouais, c'est ça, de l'est sur la rive nord, excuse. De l'est sur la rive nord, oui. Donc, il y en a 200 camions qui arrivent, puis ils n'ont pas tous pour destination, tu sais, Montmagny, Rivière-du-Loup, etc. Donc, 200 camions par jour, c'est pas beaucoup, là. Donc, est-ce qu'on va encore une fois faire une infrastructure à ce coût-là pour aussi peu de camions, aussi peu d'utilisateurs, aussi peu de demandes? Mais d'après toi, c'est quoi qui fait qu'il y a un incitatif de la part de la CAQ ou de la droite ou de le maire de Lévis? C'est une bonne question, ça. Pourquoi ils veulent faire ça absolument? Pourquoi ce projet-là est réapparu en 2014 pendant la campagne électorale? C'est une bonne question à laquelle il faudrait répondre. Ce projet-là est né d'un désir profond de la Chambre de commerce de Lévis et aussi, après ça, ça a été repris par certains médias. Et donc, on a là c'est à peu près les seuls lobbies qui sont très, très forts. C'est la Chambre de commerce de Lévis puis des médias. Puis on présente ça comme... Puis je les comprends, en quelque part, tu sais. On veut reproduire, on veut faire du développement économique, encore une fois, mais dans le statu quo, autour de l'automobile. On veut que ça profite à Lévis. Puis c'est une solution qui est pro-automobile. Donc, pour des médias qui seraient pro-auto, c'est intéressant comme enjeu. Surtout que le monde les écoute dans leur auto. Oui. Puis l'impact de tout ça aussi pour les gens de Québec peut être important. Puis je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de voir quel est le gain pour Québec. Ouais, pour vrai. Le troisième lien. Ouais, oui, c'est ça. Parce que pour Lévis, on peut imaginer qu'il y a un gain économique, même si c'est du mauvais développement économique. Mais pour Québec, c'est quoi l'avantage? On sait que des gens vont aller s'installer sur la Rive-Sud s'il y a un troisième lien, puis qui vont continuer de travailler au centre-ville de Québec. Fait que si on a nos 5 à 7 000 véhicules là, qui empruntent le troisième lien tous les matins, là, bien, ils vont venir s'ajouter au trafic déjà existant sur Félix-Leclerc, sur du Dufresne-Montmorency. Ils vont venir s'ajouter en automobile, encore une fois, au réseau municipal qui est déjà saturé. Il est où le gain? Je ne sais pas, tu sais. Même juste pour la ville elle-même. Là. Est-ce que tu penses que ça va se faire? Le troisième lien? Oui. Je pense que non, en fait. Là, si nous, on se mobilise à tous les jours contre ce projet-là, évidemment, c'est parce qu'on pense que ce projet-là, il y a des chances qu'il ne se réalise pas. Il n'a jamais été aussi avancé qu'aujourd'hui, cela dit. Et comme je le disais, c'est parti d'une idée en 2014. Ben, c'est un vieux projet, comme je le disais, en 1968, mais c'est réapparu dans l'actualité en 2014. Puis là, ben, il y a un bureau de projet.
Puis on a aussi réduit le nombre de scénarios qui sont étudiés. Dans le mandat du bureau de projet, là, tel qu'il avait été élaboré par l'ancien gouvernement, le mandat était quand même assez intéressant. Tu sais, le mandat du bureau de projet était quand même bien. Il y avait différents scénarios à étudier, notamment celui d'une infrastructure autoroutière, là, pont ou tunnel. Mais il y avait aussi à étudier toutes les autres mesures à mettre en place. Pour optimiser. Dont du transport en commun, dont peut-être une desserte de transport actif. Tu sais, est-ce qu'on peut travailler sur le traversier, par exemple? Ça fait longtemps qu'on en parle. Dans le plan de mobilité durable de la Ville de Québec, il était identifié que le traversier pouvait être bonifié, d'avoir un troisième navire qui fasse la desserte puis qui serait vraiment réservé au transport actif. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ça en place? Ça serait peut-être intéressant de l'envisager, mais ça ne semble pas, en tout cas, être dans les scénarios qui sont étudiés actuellement par le bureau de projet, ou en tout cas, on ne sait pas trop. Honnêtement, il y a aussi l'étude de l'approche des ponts. Ça, c'est intéressant parce que les ponts, là, actuellement, là, il y a 2 ponts, Québec, Pont-Pierre-Laporte, puis il y a une voie réversible sur le pont de Québec. Ce qui veut dire que le matin, en heure de pointe, entre 6 et 9 heures, vers Québec, il y a 5 voies de circulation. Au début, on se disait qu'on peut faire passer 2000 voitures à l'heure sur une voie de circulation. Donc, il y a un potentiel de 5 fois 2000 fois 3 heures, donc 30 000 véhicules en heure de pointe le matin. Si tu les mets tous dans le même sens le matin puis tous dans le même sens le soir? Non, actuellement. Là, c'est ça qui se passe actuellement. Là. Il y a 5 voies pour rentrer à Québec. Donc, il y a 2000 voitures par voie, fois 5 voies, fois 3 heures, donc 30 000 véhicules qui peuvent circuler théoriquement sur les ponts de Québec et pont Pierre-Laporte. Puis là, actuellement, il y a 18 000 véhicules qui passent de Lévis à Québec en heure de pointe le matin et ça jamme. Donc, il y a quelque chose qui se passe, il y a un contexte qui fait qu'il y a de la congestion. Mais c'est pas sur le pont? C'est pas sur le pont, c'est juste avant. OK. Tu sais, la sortie des ponts. Pour arriver à l'entrée, en fait. À la sortie, généralement, ça va bien. Mais à l'entrée des ponts, tu sais, à partir de Lévis, tu as la 20 qui arrive des deux sens, tu as la 73 qui arrive de la Beauce, tu as la 132 des deux sens aussi. Puis tu as un spaghetti, là, puis là, c'est bien compliqué à gérer pour des humains. Là. On fait des petites erreurs, on freine trop vite, puis là, on se retrouve avec une congestion. Puis c'est la même chose le soir. L'approche des ponts avec Duplessis, avec Henri IV, Laurier, Saint-Louis, tout ça, ça devient un peu, il y a un spaghetti. Puis ça aussi, il y a de la congestion à ce moment-là. Puis une fois rendu sur le pont, là, zou, ça file, puis tu n'as plus de problème jusque chez vous. T'sais. Donc, il y a vraiment à travailler sur les approches des ponts. Si on va encore une fois optimiser les infrastructures qu'on a, on pourrait travailler là-dessus, plutôt que de travailler sur un nouveau lien dans l'Est. Puis ça, c'était dans le plan des libéraux avant? Oui, c'est ça. L'ancien gouvernement libéral voulait étudier ça, devait l'étudier. Et est-ce que ça aurait pu signifier qu'à la fin, le bureau de projet dise on n'a pas besoin d'un troisième lien? Je ne sais pas. L'engagement des élus, l'engagement politique était très fort pour un troisième lien malgré tout, mais au moins on donnait la peine d'étudier les autres options avant, toute l'optimisation qui peut être mise en place. Puis il y avait évidemment le transport en commun aussi qui peut être amélioré entre Québec et Lévis. Entre Lévis et Québec, finalement, là, ça aussi, il y a un gros travail à faire. Mais donc là, avec le plan actuel qu'on a, on ne sait pas si c'est toujours des scénarios qui sont à l'étude. Ce qu'on sait, c'est qu'ils étudient un lien autoroutier à l'est et que ça va très vite. Les études, ce qu'on entend, ce qu'on nous dit, c'est que les études, ça avance vite à l'interne. Le mot d'ordre donné au MTQ, c'est « go, go, go ». Ah ouais, fait qu'ils veulent vraiment le faire. Ils veulent vraiment le faire. Mais tu parlais, avant qu'on commence le podcast, tu me disais dans les années 60, 70, quand ils ont comme développé à fond les autoroutes à Québec, il y a eu, il n'y a pas eu d'autoroute sur Arago, il y a eu plusieurs choses qui se sont faites qui n'ont pas d'allure, mais il y a eu plusieurs choses qui se sont pas faites. Puis on peut-tu s'inspirer de ça pour que ça se fasse pas le troisième lien? C'est des luttes militantes. C'est quoi qui est arrivé? Oui, c'est intéressant de voir comment plusieurs comités de citoyens, le comité, il y en a qui sont disparus. Là, il y avait le comité de l'Air 10 dans Saint-Roch. Il y a le comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur, qui existe toujours, mais qui est né de ces luttes-là. On voulait faire passer des autoroutes, puis les gens se sont regroupés, puis on dit non, on garde nos maisons, puis vous ne faites pas une autoroute dans notre quartier. Puis ces comités-là, on continue à vivre parce que il y a une mobilisation, puis on se rend compte qu'il y a d'autres problèmes, puis tout ça. Mais ce qui est important de retenir, c'est effectivement ça, c'est qu'on a des gens qui se sont mobilisés puis qui ont stoppé des projets.
Il y a d'autres projets qui n'ont pas été stoppés. Le quartier chinois dans Saint-Roch a disparu à cause de l'autoroute du Fremont-Montmorency qui rentre pour devenir Honoré-Mercier dans le centre-ville. Donc, c'est malheureux. On a perdu quelque chose. On a perdu un pan de notre histoire collective à Québec à cause d'un projet autoroutier. Pour une autoroute qui rentre au centre-ville, c'est quand même fascinant. Oui, c'est fou. Oui, je pense qu'il faut que ça nous inspire à deux niveaux. Ça nous inspire dans les moyens, c'est-à-dire que les gens sont mobilisés pour stopper ces projets-là. Puis d'un autre côté aussi, il faut faire attention parce que s'il n'y a pas cette mobilisation-là ou si elle n'est pas assez forte, ben les conséquences peuvent être importantes aussi. Donc, on a les deux côtés. Il faut vraiment regarder ça puis se dire les conséquences, tu veux dire, c'est les conséquences négatives, oui, c'est ça. Okay. Si ça réalise, effectivement, on peut avoir des problèmes importants. On perd des choses. Dans le cas là-bas, ça peut être... On perd la qualité de vie, on perd des terres agricoles, on reproduit le même modèle, on s'enfonce encore plus loin dans le modèle. Puis c'est de l'argent qui vient de nos impôts quand même. Là. C'est de l'argent qui s'en va. C'est beaucoup d'argent qui s'en va à faire quelque chose qui est un truc à court terme. Mm-hmm. Bien, tout ça fut très éclairant. Merci, Étienne. Je pense qu'on en sait pas mal plus déjà maintenant qu'avant de nous avoir écoutés. Merci d'avoir accepté. Ça me fait vraiment plaisir. Puis nous autres, on continue la mobilisation. On va organiser des événements prochainement avec nos partenaires, notamment sur le 3e lien. On veut faire connaître justement le rationnel ou le non-rationnel qu'il y a derrière ce projet, puis les solutions que nous, on veut mettre de l'avant pour assurer une bonne desserte de transport entre Lévis et Québec. Okay. Super. Nous autres aussi, on organise, c'est le 13 mars. À quel endroit déjà? Au D'auteuil. Au D'auteuil. Merci! Fait que le 13 mars, au D'auteuil, une soirée d'information puis de mobilisation pour le 3e lien. Fait que tu peux venir en tant que spectateur si ça t'intéresse. Chacun, on agit dans nos zones, puis ça va finir par donner de quoi, je suis convaincue. Mm-hmm.